Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, non pas pour un épisode de Dev Café, mais pour un nouveau format que j'ai appelé le brunch. Donc voilà, l'idée c'est de se retrouver autour de sujets un peu plus sympas, un peu plus chill on va dire. Et pour ce premier numéro, je vous propose une interview d'un outil qui s'appelle Wolfia. J'en avais parlé il y a quelques semaines dans Dev Café. Pour rappel, vous faites un drag and drop d'un APK et ensuite vous allez avoir un lien que vous allez partager et vous allez pouvoir exécuter l'application depuis un navigateur. Donc c'est super sympa et il se trouve que c'est un Français qui est derrière ce projet-là. Et donc je vous laisse avec l'interview. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et commentaires parce que je suis sûr qu'il y répondra. Alors moi c'est Fabien, je suis développeur Android depuis avant qu'on puisse acheter des téléphones Android sur le marché. J'avais commencé à jouer avec la bêta du SDK de Android il y a longtemps maintenant. Et j'ai commencé ma carrière à Paris où j'ai bossé pour une agence de mobile où j'ai eu la chance de faire l'application de plein de marques connues, Le Monde, Allociné, Dailymotion, Crédit Agricole. Donc pas mal d'applications connues sur le marché européen. Ensuite, je suis parti à Londres où j'ai bossé pour une startup qui s'appelle Lightbox. Et Lightbox, c'était une application de partage de photos aussi que sur Android. Cette startup, elle s'est fait racheter par Facebook. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans la Silicon Valley. J'ai bossé pour Facebook dans l'équipe Android Infrastructure pendant environ 1 an. Et ensuite, je suis parti bosser pour une autre startup qui avait été créée par Bertrand Serlet, qui est aussi un Français, qui est un des créateurs de macOS, iOS, et qui a fini sa carrière comme Senior VP of Software à Apple, reportant à Steve Jobs. Donc c'était assez intéressant de bosser là-bas. Ensuite, je suis parti chez Wealthfront. Alors Wealthfront, c'est moins connu en France. C'est une application qui fait de l'investissement automatisé. Donc ça permet d'investir automatiquement son argent. C'est pas disponible en France malheureusement. Et là-bas, j'ai monté leur équipe Android, la première version de l'application Android, l'équipe, l'infrastructure de zéro. Une fois que j'ai eu fait ça, on m'a ensuite confié tout le mobile en fait. Donc je suis devenu directeur mobile où j'avais Android et iOS. Et puis après, on a continué de progresser. On a changé un peu l'organisation, donc à la fin j'avais environ une 50aine de personnes avec 5 équipes y compris toute l'infrastructure. Donc ça c'est un peu le parcours et puis là récemment j'ai quitté mon boulot là-bas pour démarrer une nouvelle aventure et on s'est retrouvé à Y Combinator qui est l'accélérateur probablement le plus connu et donc on crée un produit qui s'appelle Wolfia. Alors Wolfia, c'est un émulateur mobile en ligne que tu peux partager avec un lien. Donc l'idée c'est que si tu es une personne produit ou un designer ou un développeur, tu peux simplement cliquer sur un lien, vérifier que l'application fonctionne comme c'est prévu et donner du feedback au développeur qui est en train par exemple de créer une nouvelle feature ou d'essayer de fixer un problème. Alors ouais, tout à fait. Pour l'instant, on s'est focalisé que sur Android, tout simplement parce qu'on essaye de faire en sorte que le produit marche très bien d'abord, avant d'essayer de faire trop à la fois. Donc on s'est focalisé sur Android, on est aussi des experts d'Android, même si moi j'ai aussi fait du développement iOS. Et la version qu'on essaye de créer, c'est quelque chose de collaboratif aussi. Donc c'est vraiment le point qui fait une grosse différence par rapport à ce que tu peux voir ailleurs. L'idée c'est de pouvoir vraiment collaborer sur notre plateforme. Donc, donner des commentaires, on va ajouter des features pour pouvoir annoter certains aspects de la UI. C'est très utile par exemple pour un designer qui veut dire là le bouton il est mal placé, il n'est pas de la bonne couleur, ce genre de choses. Et donc on essaye pour cette raison-là de se focaliser sur une plateforme d'abord. Donc on a choisi Android. Pour l'instant c'est disponible sur Android 11. C'est le build qu'on a pour l'instant. Bien entendu, dans le futur, tu pourras imaginer pouvoir choisir quelle version d'Android tu veux, quelle taille d'écran, peut-être même quel hardware,
et tout un tas de choses comme ça. Toutes ces customisations-là, elles arriveront dans le futur, mais bon, évidemment, pour l'instant, on vient de lancer, donc on n'a pas encore tout ça, mais c'est bien entendu prévu. Voilà, alors tout à fait, oui, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que oui, on va simplement avoir une version gratuite qui permet d'essayer, en fait. Ça permet surtout d'essayer le produit et de voir si c'est quelque chose qui peut être utile. Donc c'est le même principe que Notion, que Figma, que tous ces produits-là, qui ont tous un tiers gratuit et qui sont pour autant ont vraiment fait un commitment pour garantir la protection des données et de la vie privée. Et nous, c'est la même chose. Jamais on vendra des données personnelles. On ne mettra pas de pub non plus d'ailleurs. C'est pas du tout l'objectif. Nos données sont totalement encryptées. On est sur AWS et on est même en train de finir ce qu'on appelle une SOC 2 compliance. Donc, pour les Français, c'est une norme de sécurité qui permet de garantir à nos clients et à nos utilisateurs en général qu'on applique les bonnes méthodes de sécurité et qu'on fait tout ce qu'il faut pour protéger les données utilisateurs et qu'on encrypte comme il faut, etc. Donc ça, ce sera une garantie supplémentaire, on va dire. Donc non seulement on ne vend pas les données d'utilisateurs, etc., mais en plus on enlève complètement, c'est-à-dire qu'on détruit complètement le device virtuel au moment où la session s'arrête. Donc on enlève tout ça, on ne garde rien du tout. Et pour ce qui est des applications en elles-mêmes, juste le binaire, hein, sans les données qui vont avec, juste le binaire, ça on est obligé de le garder parce que si tu recliques sur un lien, il faut qu'une version fraîche de l'application apparaisse, mais ça c'est encrypté, complètement encrypté sur du S3 AWS. Donc c'est pas nous qui avons écrit l'encryption, c'est tout à fait standard et le meilleur possible, quoi. Donc voilà, ça c'est pour un peu pour les données, etc. Mais plus pour le business model, l'idée donc c'est d'avoir quand même quelques limites sur ce que tu peux faire avec la version gratuite pour évidemment encourager les gens qui ont vraiment une utilité pour ce produit et qui l'utilisent beaucoup à avoir besoin de la version payante. Et pour l'instant on a 2 tiers, un à $30 par mois et un à 50. Et ça te permet d'avoir plus de temps d'utilisation du produit, moins de limites, et puis des features en plus. Donc par exemple, au niveau de la version qu'on appelle Company Plan, tu peux protéger les liens pour que seulement les gens qui appartiennent à ton organisation puissent accéder à ces liens. Si tu es un utilisateur individuel, ça marche comme un lien unlisted sur YouTube, c'est-à-dire que seulement si tu as le lien, alors tu peux aller voir cette application tourner. On a aussi prévu de faire des liens publics, évidemment, de démos, comme on en a un sur le site en ce moment. Donc c'est plutôt ça le business, c'est de dire, écoute, si tu es un petit utilisateur qui juste teste ça, ou qui l'utilise juste pour toi, et tu n'as pas beaucoup besoin de features, tu n'as pas beaucoup besoin de temps sur la plateforme, tu peux l'utiliser gratuitement et voir comment ça marche. Et si tu es une boîte qui a besoin de plein de gens qui l'utilisent beaucoup et de features en plus, là il faut payer. Effectivement, ce sont les utilisateurs payants qui permettent de subventionner entre guillemets les utilisateurs gratuits. Oui, alors on pourrait l'imaginer, c'est pas prévu immédiatement, minimum de pouvoir choisir bien entendu les tailles d'écran, ça je pense que c'est quand même le plus important et ça permettrait de couvrir beaucoup de cas d'utilisation, notamment comme tu disais les tablettes et peut-être même les télés. Pour l'instant on va quand même se focaliser plus sur les versions de téléphone, mais c'est tout à fait envisageable. Oui, bien sûr, la version iOS c'est prévu. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on pourra l'offrir, mais probablement, on va dire, dans les 6 mois à venir, quelque chose comme ça. C'est pas encore très sûr, ça dépend évidemment à quel point on arrive à progresser entre maintenant et dans 6 mois.
Mais c'est évidemment quelque chose qui est très très important et qui est assez haut sur notre liste et qu'on nous demande évidemment. Donc c'est clairement c'est au programme. Maintenant, pour comment ça va marcher, très honnêtement, on s'est pas encore posé la question trop, mais c'est clairement faisable. Il y a déjà des services qui le font. Comme je disais, nous, notre point qui va nous différencier le plus, ça va être cet aspect collaboratif. C'est là-dessus qu'on veut se différencier. Pour le reste, et pour iOS en particulier, ça marchera comme les autres services que tu peux trouver. Probablement qu'effectivement, du coup, il faudra uploader ton certificat, ce genre de choses. Et encore une fois, on fera très attention à la sécurité, à ce que tout soit encrypté, etc. etc. Mais bon, évidemment, on est obligé de jouer avec les règles d'Apple. Alors oui, ça c'est une idée qu'on a qui serait intéressante, de faire du debug à distance. Ça existe déjà sur, si tu veux par exemple faire du debugging sans plugger ton téléphone, c'est déjà possible. Donc ça marchera un peu de la même façon, c'est-à-dire que ce serait un nouveau, si tu veux, client qui te permettrait de te connecter avec ton IDE comme tu en as l'habitude, pour aller débugger sur notre plateforme. Et ce serait utile, enfin en tout cas c'est pour ça qu'on nous l'a demandé, pour des gens qui ont par exemple une machine qui est un peu sous l'eau et qui n'arrive pas à faire tourner une appli, un IDE et tout un tas d'autres choses en même temps. Donc c'est pour ça que certaines personnes nous ont dit moi mon émulateur fait crasher ma machine, est-ce que vous pourriez pas résoudre ce problème? Donc ce sera très intéressant de voir ces cas d'utilisation là. Après on pourrait aussi imaginer quand même des choses plus poussées. Par exemple, un truc qu'on aimerait beaucoup pouvoir faire, c'est de pouvoir explorer un peu la UI, un peu comme tu peux le voir sur web. Quand tu es sur une page web, tu peux cliquer droit et puis voir la marge et le padding, etc. d'un bouton par exemple. On pourrait imaginer ce genre de choses sur notre émulateur avec des outils qui s'apparentent à ça. Et on pourrait même imaginer aller plus loin et si on avait un composant qui s'intègre avec l'application, de pouvoir modifier ces paramètres en temps réel et de dire ah tiens, qu'est-ce que ça donne si je change la taille du bouton, la couleur du bouton, voilà, pour pas avoir à perdre de temps. Tout l'objectif en fait du produit c'est toujours le même, c'est d'accélérer les temps de développement pour le mobile et de le rendre un peu plus proche de ce que tu peux avoir l'habitude si tu fais du serveur ou du web. Encore une fois, je pense que je viens déjà d'en parler, mais vraiment c'est sur ces features de collaboration qu'on veut se focaliser. Donc les commentaires, c'est la chose qu'on va probablement faire en premier, pouvoir commenter sur un de nos liens pour donner du feedback. Évidemment, il y a toute une question d'intégration avec d'autres outils. Donc, par exemple, il faudrait que ce soit intégré avec ton gestionnaire de tâches, que ce soit Linear ou Jira ou quoi que ce soit, et de pouvoir, par exemple, voir une tâche associée à ce que tu es en train de résoudre ou de développer, qui apparaissent là sur la même interface. Et puis, comme je disais, donc des features dédiées aux designers qui puissent mesurer, qui puissent regarder la couleur, ce genre de choses. Et des features évidemment dédiées aux développeurs. Donc là, on est en train de regarder pour avoir une feature de base qu'on n'a pas encore, qui est les logs, évidemment. Mais on pourrait encore une fois aller plus loin avec des options de debug plus poussées, de voir le réseau, le trafic réseau en temps réel, tout un tas de choses comme ça. Donc si tu imagines encore une fois l'interface que tu as quand tu cliques droit sur une page web, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on pourrait imaginer. On pourrait aussi s'imaginer s'intégrer avec des choses modernes comme du Jetpack Compose et puis permettre de visualiser l'arbre Jetpack Compose, tout un tas de choses comme ça qui pourraient être très sympa. Bref, on a beaucoup d'idées, ça c'est pas ce qui manque. Je peux t'annoncer qu'en exclusivité qu'on a la feature maintenant
Donc en fait, tout simplement, on a une API REST, et puis tu peux pousser un APK programmatiquement via notre API, et ça va te renvoyer un lien, donc ça va automatiquement générer un lien. Puis on va développer des intégrations un peu plus... donc ça, ce serait un peu plus pour un développeur qui doit intégrer lui-même. Mais on va évidemment développer des intégrations avec GitHub Action, par exemple, avec tous les build systems classiques. Donc il faudrait qu'on ait à terme une tâche Gradle qui automatiquement fasse cette connexion avec notre API. Et puis l'idée, c'est qu'ensuite ces intégrations elles aillent poster un lien sur une pull request. Donc quand tu pousses ton code, avant même que tu le merges dans master, dans l'idéal, tu devrais avoir un lien qui apparaît sur ta pull request, que tu peux cliquer. Comme ça, en tant que développeur, tu n'as jamais besoin de faire ce que tu dois faire en ce moment sur notre plateforme, qui est de drag and dropper un build. Au lieu de ça, à chaque fois que tu pousses une nouvelle version de ta branche, un nouveau commit, même si la branche n'est pas encore mergée, bah, tu as un lien qui apparaît et tu n'as plus qu'à cliquer dessus ou le partager avec d'autres développeurs, d'autres membres de ton équipe. On est deux, tout simplement. On a bossé ensemble pendant 5 ans chez Wallfront. Donc, mon cofondateur, Narine, c'est un mec que j'ai recruté à la sortie de l'école, et puis qui était développeur Android dans mon équipe, qui ensuite a progressé très vite et qui est devenu le manager de tout ce qui était mobile et même web au niveau infrastructure chez Wallfront. Donc c'était un manager d'une de mes équipes en fait. Donc on a énormément l'habitude de bosser ensemble, et c'est pour ça qu'on a pu bosser très très vite. On a créé le prototype en 3 jours et on a lancé la première version en 1 mois. Donc autant te dire qu'on a l'habitude de bosser ensemble et d'aller très très vite. Donc c'est un plaisir de bosser avec lui. Ensuite, au niveau des échéances, donc là on est dans le batch actuel de YC, de Y Combinator. C'est le batch de l'été 2022 qui va se terminer le 7 septembre. Et donc chez Y Combinator, à la fin du batch, tu as une présentation à donner qui s'appelle Demo Day. Et pendant Demo Day, en fait, tu as 1 minute pour présenter ton projet et ta boîte à des tonnes d'investisseurs qui viennent essayer d'investir dans les nouvelles startups de Y Combinator. Donc ça, c'est notre échéance à très court terme maintenant, puisqu'on est fin août déjà, ça va très très vite. Donc on se prépare à ça, on a déjà quand même commencé pas mal de discussions avec des investisseurs déjà, parce que de nos jours, en fait, tu commences à essayer à chercher à lever des fonds avant Demo Day. Tu commences pas à Demo Day, tu commences avant en fait. On n'est pas encore capable de recruter en France, mais on y pense. On y pense bien entendu. Là, pour l'instant, une fois qu'on aura levé des fonds, l'idée ce serait de recruter un développeur niveau front-end, un développeur niveau back-end pour nous aider. Donc on va probablement commencer par ça, et probablement qu'on n'aura pas encore la structure légale pour embaucher en France tout de suite. Mais il y a des moyens de le faire, et donc on regarde et on est très intéressé, parce que je pense qu'il y a énormément de talents déjà partout dans le monde, et en France, en Europe en particulier. Donc bien entendu, on n'est pas, on va dire, on n'est pas seulement en train de regarder dans la Silicon Valley. Surtout de nos jours où évidemment tout le monde bosse à distance. Voilà, alors j'avais oublié de laisser Fabien conclure sa petite interview, mais en tout cas un énorme merci à lui. Surtout si vous avez des questions, des commentaires, des choses à faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour moi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un like et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour Dev Café. À bientôt, bon dimanche.